Salut, trop contente de vous retrouver ici. Faut vraiment que je fasse ça plus souvent. Bon, aujourd'hui ça va être une vidéo assez courte, juste pour répondre à 3 questions que vous me posez très souvent sur Instagram ou dans les commentaires de la vidéo tuto sur l'élevage de cloportes. Que faire en cas de surpopulation? Comment faire si je veux changer de substrat sans perdre d'individus? Et quel type de plante je peux mettre dans mon terrarium à cloportes? Alors on va commencer avec la surpopulation parce que c'est vraiment la question qui revient le plus souvent. Vous avez adopté une espèce prolifique ou une espèce pas trop prolifique, mais ça commence à faire quelques temps que vous les avez et ils se sont bien reproduits. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, la surpopulation, c'est quand il y a trop d'individus par rapport aux ressources disponibles, nourriture et cachette essentiellement. C'est donc une notion qui est relative, ça dépend à la fois des besoins de l'espèce. Pour les Trichorina par exemple, qui font que quelques millimètres et qui ont des besoins très réduits, la surpopulation est rarement décrite, même en captivité. Mais ça dépend aussi de la taille et de la composition de leur environnement. Donc la première chose à faire, c'est déjà d'évaluer si vraiment il y a de la surpopulation dans votre élevage. Vous le savez, les cloportes sont des animaux grégaires. Ils aiment et même ils recherchent la proximité de leurs congénères. Une étude publiée en 2013 a montré que le phénomène d'agrégation des cloportes sert non seulement à limiter la dessiccation de leurs branchies, mais aussi à réduire la consommation d'oxygène, à favoriser la croissance des individus, à réduire les risques de prédation et probablement aussi à synchroniser et accélérer les cycles reproductifs. C'est donc normal et bénéfique de les voir tous agglutiner. Donc une forte concentration de cloportes à un endroit donné est physiologique et recherchée. Pour vous donner un exemple, dans une boîte d'élevage de 20 par 30, on va commencer à parler de surpopulation à partir de 60 adultes. J'insiste sur adultes parce que si vous avez 20 adultes et 40 bébés qui viennent de naître, vous avez encore toute la durée de croissance devant vous, donc 6 à 12 mois selon l'espèce, pour qu'ils commencent effectivement à être à l'étroit. Et si on rapporte cette surface à un individu, ça nous fait 10 cm² par cloporte. Alors cette mesure c'est plus un repère, c'est une moyenne, c'est pas une mesure absolue. Elle est à moduler en fonction de l'espèce ainsi que de la taille et de la composition de l'environnement. Par exemple, pour une espèce très grande et très territoriale comme Porcelo expansus, il vaut mieux plutôt se fixer comme limite 12-13 cm² par individu, alors que pour une espèce minuscule comme Porcelonides spinosus, 6 cm² par individu, ça ira encore. Deuxième exemple, dans une boîte comme celle-là, mais avec une bonne utilisation de la hauteur et en mettant beaucoup plus de cachettes, on augmente artificiellement la surface utilisable par les cloportes et les zones de regroupement possibles. Donc même si on y met 170 cloportes, ça sera très confortable. Alors que si on prend la même boîte mais sans aucun relief et aucune cachette, ne serait-ce que 70 cloportes, ça va déjà commencer à être trop. Donc en gros, retenez à peu près 10 cm² par individu, ça permet de faire les calculs facilement pour tout type de terrarium, mais modulez ça en fonction de la composition du terrarium et de l'espèce considérée. Si vous déterminez qu'il y en a effectivement trop, plusieurs options s'offrent à vous. La plus évidente, c'est agrandir leur environnement, donc les transférer dans un terrain plus grand. On va voir comment faire ça facilement juste après. Deuxième option, diviser la souche. Donc on en met une partie dans d'autres boîtes d'élevage ou dans d'autres terrariums, même dans un terrarium qui était exclusivement végétal, ça permet de leur apporter un peu de vie et de recycler la matière organique. Troisième option, leur trouver un nouveau propriétaire. Le hobby de l'élevage de cloportes s'accroît d'année en année et vous seriez étonné de voir à quel point il peut être facile de trouver des personnes intéressées pour reprendre tout ou partie de votre colonie. Ça peut être autour de vous ou sur internet. Bien sûr, il y a des espèces plus recherchées que d'autres, donc ça peut être un critère à considérer en plus de la prolificité au moment de l'adoption. À titre personnel, je propose aussi de récupérer gratuitement tout surplus d'élevage, vous avez tous les moyens de me contacter en description. Quatrième solution, faire un compost d'intérieur. Un peu sur le principe du lombricomposteur, mais avec des cloportes. Ça permet d'y mettre tous les cloportes que vous avez en excès et de faire de l'engrais. Pourquoi je conseille pas de les mettre dans un compost extérieur, même si c'est une espèce autochtone? En captivité, et surtout s'il n'y a pas eu de croisement, après plusieurs générations successives, la souche s'appauvrit génétiquement, et donc prendre le risque d'en voir s'échapper dans le milieu naturel, c'est prendre le risque d'appauvrir génétiquement les individus sauvages, et donc de les rendre plus vulnérables. Nourrir des animaux insectivores. Ça, c'était historiquement le seul but de l'élevage de cloportes en captivité, servir de proie d'excellente qualité nutritive pour des amphibiens, des reptiles ou autres insectivores. Ça peut faire mal au cœur quand on les a élevés avec amour, c'est pour cette raison que je le fais pas personnellement, mais c'est parfaitement arbitraire parce que du coup je nourris mes insectivores avec des mouches, des grillons ou des blattes, ce qui revient au même. Certaines personnes installent leurs cloportes directement dans le terrarium d'un prédateur insectivore, ça permet d'avoir une équipe de nettoyage pour ce terrarium, tout en fournissant de la nourriture pour l'autre animal qui va de facto réguler la population. Je vous conseille de mettre pas mal de cachettes pour les cloportes dans ce cas-là, parce que sinon le ménage risque d'être fait pas très longtemps. Et si vous n'avez pas d'insectivore vous-même mais que vous avez une connaissance qui a un lézard, une grenouille ou une araignée, vous pouvez lui proposer.
Une dernière option qui est pas très connue, ajouter des Trichorina tomentosa. Ce sont des tout petits cloportes tropicaux parthénogénétiques et elles font une compétition alimentaire telle avec les autres espèces qu'elles empêchent la colonie de se développer à sa capacité maximale. Alors ça peut paraître un peu abrupt d'imposer volontairement une telle compétition avec les cloportes. C'est un moyen de régulation que j'utilise pas non plus personnellement, déjà parce que les autres manières me suffisent, mais aussi parce que c'est difficile de faire marche arrière. Mais je comprends que certaines personnes le fassent parce que l'installation d'une compétition alimentaire très rude fait partie du cycle de vie des cloportes à l'état naturel. On peut aussi créer de la compétition alimentaire et donc diminuer la croissance et le taux de survie simplement en ne donnant pas des feuilles mortes à volonté. Mais là on arrive un peu en zone grise niveau éthique parce qu'autant la compétition alimentaire il y en a quasiment systématiquement à l'état sauvage, par contre quand il n'y a plus de nourriture, les cloportes ils vont juste aller voir ailleurs s'il n'y a pas un endroit plus favorable. Et ça, ils peuvent pas le reproduire en captivité. Donc éthiquement et à titre personnel, j'ai un peu de mal avec cette solution. N'oubliez pas que si vous avez de la surpopulation, ça veut juste dire que vous élevez vos cloportes dans de bonnes conditions. A l'inverse, si votre colonie ne grandit jamais, même après plusieurs années, ça veut probablement dire que vos conditions d'élevage ne sont pas correctes, ce qui est peut-être encore moins souhaitable que d'avoir de la surpopulation. La surpopulation est donc attendue dans un élevage qui maintient des conditions favorables sur la durée, mais elle peut prendre plusieurs années selon la population initiale et l'espèce, donc vous avez le temps de vous y préparer. En tout cas, j'espère que ces conseils vous y auront aidé. Si jamais vous choisissez la première solution, c'est-à-dire les transférer dans un terrarium plus grand, c'est comme pour les changements de substrat, ça peut être difficile de récupérer tout le monde, surtout s'il y a des bébés. Alors il y a deux options pour récupérer tous les cloportes. La première, je l'appelle la méthode du forcené, vous allez comprendre. Ça consiste à passer entre 30 minutes et 2 heures selon la taille de la colonie pour tous les transférer manuellement. Donc il faut avoir préparé un nouveau terrarium et au début c'est facile, on transfère juste leur cachette et le plus gros du travail est fait. Mais après ça se gâte parce qu'il faut les récupérer un par un. Pour faire ça, je vous conseille d'utiliser une pince entomologique, ça permet de les récupérer beaucoup plus facilement, surtout les bébés. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, c'est vrai. Moi j'utilise un récipient, ça permet de transvaser petit à petit le substrat et de faciliter les recherches. En général, quand on a enlevé les 5-6 premiers centimètres de substrat, il n'y a plus personne. C'est la méthode que j'utilisais au début. Si vous avez peu de colonies, un peu de patience, ça va, mais si vous avez beaucoup de colonies et qu'il faut faire ça régulièrement, c'est un coup à devenir zinzin. D'où l'existence de la deuxième méthode que j'appelle la méthode anti-zinzin. Ça consiste à ne faire que la partie agréable de la première méthode, c'est-à-dire transférer d'abord les cachettes et les éléments de décor qu'on veut garder, en général la plupart des cloportes y sont accrochés, puis de laisser l'ancien boîte sans rien d'autre à la surface, qu'une seule cachette, une petite zone humide et un morceau de légumes. L'idée c'est que les cloportes éparpillées dans le substrat vont être attirées par la nourriture avant d'aller se cacher sous l'unique cachette. Donc vous allez tous les retrouver là et il restera plus qu'à récupérer la cachette pour les transférer. Alors bien sûr ils vont pas tous venir d'un coup, faudra regarder tous les jours et les transférer à chaque fois jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus sous la cachette, mais en général 2 semaines ça suffit. Pensez juste à changer le morceau de légumes s'il a séché ou que ça a moisi. L'avantage de cette méthode c'est que tout se fait passivement et ça vous prend qu'1 à 2 minutes par jour. Quand pendant 2-3 jours consécutifs il n'y a plus personne sous la cachette, vous pouvez transférer rapidement le substrat dans un récipient pour voir si vous oubliez personne avant de l'utiliser dans vos plantations ou de le jeter. À propos de plantation, vous me demandez aussi souvent quelles sont les plantes adaptées pour un terrarium à cloportes. Alors toutes les plantes qui aiment les milieux humides sont adaptées, en évitant les plantes carnivores bien sûr, mais l'appétit et la propension à manger des plantes vivantes varient selon l'espèce de cloporte. Donc la question se pose plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire quelles espèces sont adaptées à mes plantes. Si l'idée c'est de faire un terrarium très végétal avec des plantes un peu rares, fragiles ou sensibles, alors il vaut mieux choisir des espèces un peu timides qui vont rester le plus souvent cachées, très peu arpenter la surface du terrarium et donc pas s'intéresser aux plantes vivantes. Par exemple, pour mes terrariums plantés, je n'utilise que des Cubaris sp Panda King et des Cubaris Murina pour le nettoyage. Ils sont super timides et ils ont jamais mangé mes plantes. Si vous voulez y mettre des espèces plus prolifiques ou plus naturellement enclines à manger des végétaux, alors je vous conseille 3 choses. Déjà de mettre des plantes robustes aux feuilles plutôt épaisses et à croissance rapide, du pothos par exemple, ça pousse vite et c'est pas le plus appétant pour eux. Ensuite je vous recommande de mettre une bonne couche de feuilles mortes et de cachettes au sol, ça leur servira à la fois de planque et de garde-manger, donc ils auront moins de tendance à aller explorer les plantes vivantes. Parce que s'il y a rien d'autre dans votre terrarium que de la terre, des plantes et des cloportes, je peux vous garantir qu'ils vont aller les manger. Dernière chose, mettez-en peu et faites attention à la surpopulation. Même une espèce qui va pas être spécialement vorace, si elle est surpeuplée, qu'il y a trop de monde par rapport aux ressources disponibles, elle va aller s'attaquer aux plantes. Bon, normalement, si vous avez regardé le début de cette vidéo, vous êtes maintenant expert en gestion des populations de cloportes, donc ça devrait aller. En tout cas, je l'espère. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a éclairé et à la partager avec quelqu'un que ça pourrait aussi aider. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos un peu différentes que cette série sur les cloportes, je vous en dis pas plus. C'était Jessica et Monsieur Kinou. Bye!